BFM Business, le club du droit, présenté par Fabrice Lundy. Bonjour à tous. Toujours bien difficile de s'y retrouver dans le maquis de la loi. Vous manquez de temps, vous avez envie d'y voir un petit peu plus clair pour vous-même, pour votre entreprise. Pas de souci, BFM Business vous aide. Bienvenue dans le club du droit. Moment toujours bien sympathique, ce club du droit sur BFM Business, avec des infos pratiques, des infos juridiques. Dans 2 minutes, l'acte de la semaine, très important justement pour tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent, qui nous regardent sur BFM Business, le bail commercial. Vous aurez ensuite la parole directement avec notre adresse mail, leclubdudroit@bfmbusiness.fr. Et nos notaires, nos amis notaires, vous répondront tout de suite, évidemment, c'est la tradition. Les news de la semaine, les infos de la semaine avec Erwan Maurice. Bonjour Erwan. Bonjour Fabrice. Erwan, on parle toujours beaucoup d'immobilier, justement, avec à chaque fois des tendances qui se dégagent. C'est le réseau immobilier Guy Hockey qui a pointé, qui a ciblé 6 villes de l'Île-de-France, justement, qui profitent du Grand Paris. Ah oui, parce que, on le sait, les prix flambent à Paris et donc, conséquence, les particuliers migrent vers l'approche banlieue en espérant trouver des loyers moins chers. Bien sûr. Oui, mais le résultat, c'est que comme les gens sont attirés par la banlieue, les prix montent, cachant en tête un plus 12% depuis le début de l'année. On est sur 4 500 € du mètre carré. On est dans le Val-de-Marne, on est dans le sud de Paris. Exactement, à peu près dans cette région. Saint-Ouen aussi, plus 9%. Le Kremlin-Bicêtre au sud de Paris, plus 6%. Bagneux, plus 5%, Villejuif, 3% et Villiers-sur-Marne, plus 2%. Voilà, et tout ça, ils vont profiter du Grand Paris et notamment du Grand Paris Express, le réseau régional donc, qui va être construit, chantier du siècle, échéance 2022, en tout cas, avant les Jeux Olympiques de 2024. On reste sur l'immobilier. C'est une note de Edmond de Rothschild qui nous dit que les prix de l'immobilier résidentiel en France vont continuer de grimper en 2018. Oui, parce que cette année, en 2017, ils avaient déjà grimpé de 3%. On s'attend, selon cette note, à la même chose pour l'année prochaine, 2018, plus 3% aussi, malgré l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. On aurait pu croire que ça allait ralentir, eh bien pas du tout. Pardon, j'ouvre une parenthèse. On a reçu beaucoup de questions, puisqu'on les regarde ensemble, et les questions sur le club du droit@bfmbusiness.fr, beaucoup de questions sur l'IFI, ce qui reste un mois quelque part, oui. Tout à fait. L'IFI, donc, la hausse de la taxe foncière aussi. On pouvait croire que ça dissuaderait les gens d'acheter, de devenir propriétaires. Pas du tout. Et en plus de ça, cette année, les salaires ont augmenté plus vite que l'inflation. Donc la demande, on s'attend à une demande encore plus forte en 2018 sur l'immobilier. Bon, allez, encore une petite info. Depuis le 1er novembre, il y a eu beaucoup de changements le 1er novembre. Oui. Certaines démarches liées à des successions. On n'est plus obligé d'aller devant le tribunal. On va chez qui en premier? On va chez le notaire. Le notaire. Fabrice, parce que le notaire est désormais habilité à prendre en charge les démarches de succession. Je vais vous donner 3 exemples. Bon. Avant, si vous refusiez un héritage, il fallait vous rendre au tribunal de grande instance de la ville du défunt. Donc c'était compliqué. Pas toujours pratique. Maintenant, vous vous adressez à votre notaire et c'est lui qui va faire le relais, qui va s'occuper de tout. Deuxième cas, vous bénéficiez d'un héritage, mais vous ne voulez pas bénéficier des dettes qui vont avec. On assume les dettes, ouais. Voilà, on assume les dettes. Encore une fois, vous ne passez plus par le tribunal, vous passez directement par votre notaire. Et enfin, 3e cas, pour vous donner un dernier exemple, l'héritage vous héritez de l'ensemble des biens d'une personne qui est décédée. Avant, il fallait passer par un magistrat. C'était une procédure longue, coûteuse. Là, on simplifie à nouveau. On simplifie. Encore une fois, c'est le notaire qui va s'occuper de tout. On est dans ce contexte de déjudiciarisation, d'allègement de la justice française et de simplification grâce au notaire. Merci Erwan Maurice. Merci. Tout de suite, l'acte de la semaine. BFM Business, le club du droit, l'acte de la semaine. Ouais, alors je vous le disais, l'acte de la semaine consacré au bail commercial. C'est un élément important, justement, qui va parler aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise qui nous écoutent, qui nous regardent. Mathieu Fontaine est avec nous. Bonjour. Bonjour. Maître Fontaine, qui est notaire à Saint-Paul-Trois-Châteaux, département de la Drôme, département bien sympathique, justement. Oui, je le disais, le bail commercial, donc, c'est important. Alors, je ne sais pas si c'est le contrat le plus important pour l'entrepreneur, mais c'est quand même du long terme. Voilà, justement, c'est indispensable à la bonne marche de l'entreprise. Il ne faut pas se louper.
Alors oui, c'est un contrat essentiel de l'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise d'ailleurs, à la fois pour la toute petite entreprise comme pour la très grosse entreprise. Alors c'est peut-être pas le contrat le plus important de l'entreprise, parce que si on pense à des industries ou autres, ils ont peut-être des enjeux un peu plus importants que leur bail commercial, mais en tout cas c'est effectivement un élément essentiel du fonctionnement de l'entreprise. Il faut s'installer en effet, que ce soit du commercial, de l'industriel, de l'artisanal. Et puis voilà, si on pense à la petite entreprise, si on pense à nos artisans, à nos commerçants de nos communes, de nos petites communes ou de grandes communes d'ailleurs, c'est l'élément d'attraction de la clientèle, c'est leur élément de visibilité. C'est la vitrine. C'est la vitrine. Donc ça, pour cette catégorie-là de chefs d'entreprise, c'est effectivement un élément essentiel. On dit c'est du commercial, comme son nom l'indique clairement. Sinon, il faut un changement d'affectation du local. C'est-à-dire que tout d'un coup, je ne peux pas louer une boulangerie, par exemple, à une famille de 4 personnes, par exemple. Non, effectivement, il y a des règles d'urbanisme sur l'affectation des locaux, sur la destination des locaux. Et le changement d'un local commercial en local d'habitation est possible. C'est pas impossible. Mais en revanche, c'est soumis à des règles spécifiques. Il y a un contrat systématiquement ou pas ? Pour le bail commercial, alors, c'est pas systématique, le bail verbal est possible. En revanche, le contrat est essentiel là encore pour protéger l'exploitant, pour protéger le propriétaire aussi, puisque le bail commercial, c'est un contrat très encadré par la loi, et donc il faut le rédiger. Le blinder, on va voir dans un instant en effet ce qu'il faut trouver absolument comme élément. Sous quelle forme il apparaît ce contrat ? Par qui il est rédigé ? Alors, il peut être rédigé par plusieurs professionnels. Maintenant, c'est un contrat, on l'a dit tout à l'heure, qui a une importance particulière pour l'exploitant. Donc, il faut apporter une très grande attention à sa rédaction. De la rigueur. Pour le propriétaire comme pour le locataire, le bail authentique, le bail établi par un notaire, est une protection majeure. Une protection majeure notamment pour le propriétaire, parce qu'il va lui permettre à ce propriétaire qui va avoir une créance sur le preneur, sur le locataire, il va lui permettre d'avoir un titre exécutoire. Donc c'est pour lui essentiel de pouvoir bénéficier de cette protection de l'acte notarié. Maintenant, il n'y a pas d'obligation de passer par l'acte notarié pour ce type de contrat. Donc tout professionnel peut accompagner des parties à rédiger le bail commercial. En revanche, il est essentiel de passer par un professionnel. Alors, que doit prévoir ce contrat ? Est-ce que, par exemple, comme une simple location d'appartement, il faut un état des risques naturels, technologiques, la répartition des charges, des impôts ? Tout ça, on doit le mettre également ? Alors, il y a beaucoup de choses qui doivent se trouver dans ce contrat. C'est très encadré par la loi de toute façon. On a une réforme majeure qui est intervenue le 18 juin 2014. C'est la loi Pinel qui a apporté cette réforme, qui est venue encadrer un petit peu plus le secteur du bail commercial et qui est venue apporter des précisions pour que la relation contractuelle se passe pour le mieux. Maintenant, effectivement, il y a des obligations légales définies par le Code de commerce. On doit apporter certains diagnostics, on doit faire un état des lieux pour que tout soit bien conforme à ce qui est convenu dans le départ de la négociation. Pourquoi ? Parce que ce contrat, c'est un contrat qui est de longue durée. Il est par principe de 9 ans. Le locataire a un droit au renouvellement de ce contrat. Et donc, par principe, c'est un contrat qui, à son démarrage, est parti pour une très longue durée. Donc, il faut impérativement... Il ne peut pas être de durée indéterminée. Ça, c'est pas possible. Alors, il ne peut pas être à durée indéterminée à son démarrage. Par contre, si le contrat est terminé au bout de 9 ans, il peut effectivement tomber dans une phase qui est une phase que l'on appelle juridiquement la prolongation tacite. Non. La prolongation tacite, ce n'est pas une prorogation tacite. Les termes juridiques sont très importants. La prorogation tacite, c'est ce que vous connaissez avec vos contrats de téléphone, par exemple, sur le mobile. Vous terminez l'année, il se proroge automatiquement pour la même durée, dans les mêmes conditions. La prolongation tacite, c'est pas ça. Le contrat se termine. Si vous n'avez pas renouvelé ce contrat, il se poursuit pour une durée indéterminée. Donc on est dans un inconfort juridique contractuel, puisque cette durée indéterminée ne va pas permettre de pouvoir bénéficier de toute la règle protectrice du bail commercial. Cela dit, parler de la loi de 2014, je crois savoir qu'il y a une sorte de droit de préemption, c'est ça, pour le locataire ? Alors ça, c'est effectivement, la loi de 2014 a instauré un droit de préemption en cas de vente du local. Ouais. Le propriétaire décide de se débarrasser de son bien immobilier, sûr, donc voilà, il le vend avec son locataire à l'intérieur, évidemment. Le contrat se poursuit au profit de l'acquéreur du bien immobilier. La loi de 2014 a effectivement instauré un droit de préemption au profit du locataire commercial sous certaines conditions, mais aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'une clause spécifique dans le contrat pour que ce locataire puisse acheter son local. Toujours la question qu'on se posait, quelle est la durée d'un bail commercial ? Vous nous dites 9 ans au minimum, mais
s'il s'agit d'une activité saisonnière, je ne vais pas quand même m'engager pour 9 ans pour les 3 mois d'été, alors que j'ai besoin que des 3 mois d'été. Il y a plusieurs types de contrats qui existent, évidemment adaptés aux différentes activités. Puis on a aussi une possibilité de déroger à cette règle de la durée qui est prévue par le Code de commerce, qui est le bail dérogatoire. Là aussi, la loi de 2014 a apporté des aménagements à ce bail dérogatoire. On peut contracter ce bail dérogatoire pour 3 ans maximum, et il peut être par exemple réalisé pour 1 année avec une prorogation de 2 fois pour arriver à 3 ans maximum sur la durée du contrat. Bon, on continue de parler avec vous donc du bail commercial. Maître Fontaine, notaire à Saint-Paul-Trois-Châteaux dans la Drôme. Quel est le montant du loyer? Est-ce que c'est réglementé comme pour un appartement quelque part? Alors, ça ne fonctionne pas tout à fait comme les locaux d'habitation. Maintenant, il y a une règle du jeu qui est définie, qui correspond à la valeur du marché locatif commercial sur le secteur déterminé. Après, on est dans la libre négociation aussi. En revanche, si jamais on a une distorsion entre le montant du loyer et la commercialité du secteur ou les habitudes commerciales du secteur, il y a une possibilité pour le locataire comme pour le bailleur de saisir le juge des loyers pour faire réviser ce loyer. C'est-à-dire que ce loyer, quelque part, il doit être réel et sérieux, c'est ça? Il doit être proportionné. Proportionné, tout à fait. Par exemple, si pour ma petite start-up, on me fait payer un loyer de 1 million d'euros par mois dans le centre de Limoges, a priori, c'est non. Ouais, fuyez. Ouais, je fuis. Bon, d'accord, très bien. Le loyer peut être révisé ou pas? Alors, le loyer Parce que vous nous dites qu'on peut s'engager sur une période longue, 9 ans. À quel moment il peut être révisé ce loyer? Cette question du loyer, vous la percevez, c'est une question importante dans la relation contractuelle. C'est souvent une question sur laquelle, dans nos études, on a des petits points d'accroche entre les parties, entre le propriétaire et le locataire. Quand, j'ai eu le cas encore moi cette semaine, on a un bail négocié il y a de nombreuses années qui avait été négocié sur un loyer très bas parce qu'il y avait une entente entre les propriétaires et le locataire pour réaliser des travaux, des aménagements. Et puis au fil du temps, le loyer n'a jamais été révisé autrement que par les clauses du bail, justement. Donc les clauses du bail, elles prévoient en général une révision annuelle ou triennale sur la base d'un indice spécifique qu'on trouve sur le site de l'INSEE. L'indice, jusqu'à la loi de 2014, il était souvent celui du coût de la construction. On avait plusieurs indices à disposition, mais on utilisait souvent l'indice du coût de la construction. Depuis 2014, on a l'obligation d'utiliser l'indice de référence des loyers commerciaux. Donc c'est relativement encadré quand même. Tout à fait. Voilà, on a parlé du loyer, il y a également cette notion de versement de droit d'entrée, ce qu'on appelle le pas de porte. Alors dans certains cas, dans certains cas, oui, c'est pas systématique. Non, c'est pas systématique. C'est quoi la nature du pas de porte? Alors le pas de porte, c'est un supplément de loyer? C'est quelque chose que vous allez verser au propriétaire pour avoir le droit de prendre son local. Parce que transmettre un bail commercial, on a plusieurs modalités pour le transmettre. En général, on transmet le bail commercial. Le bail commercial, c'est un élément du fonds de commerce de l'exploitant. Donc on transmet le bail commercial avec le fonds de commerce. Et puis sinon, on a un local qui peut se trouver nu pour diverses raisons. Et à ce moment-là, le propriétaire peut demander un pas de porte à son locataire pour pouvoir avoir le droit d'exploiter dans son local. Il y a un dépôt de garantie qui existe, comme si je vais louer donc un studio dans Paris? Alors effectivement, alors ça c'est le contrat qui le prévoit, c'est pas obligatoire, mais un dépôt de garantie peut être prévu. De coutume, on prévoit un dépôt de garantie qui correspond à 1 mois de loyer, comme pour une habitation. Et quid de la TVA? Elle est applicable au dépôt de garantie ou pas, la TVA? Alors, la TVA, elle va être applicable sur le loyer si les parties sont des assujettis à la TVA. Bien sûr. Sur le dépôt de garantie, non, on n'applique pas la TVA sur le dépôt de garantie, c'est un versement qui est hors taxe. Et un état des lieux classique ou pas? Un état des lieux classique. La loi de 2014 est venue apporter quelques précisions là aussi. C'est vrai que l'état des lieux, si vous voulez, selon les régions dans lesquelles on se trouvait, il y avait une coutume qui faisait qu'on ne faisait pas toujours d'état des lieux. Alors pourquoi? Pour la raison qu'on évoquait tout à l'heure, c'est un contrat de longue durée. Donc les propriétaires disent de toute façon on est parti sur une très longue durée. En gros, moi je suis responsable que de la carcasse, mon locataire il est responsable de tout ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Donc l'état des lieux c'est pas grave. La loi de 2014 elle est venue changer un petit peu cette règle du jeu parce qu'on avait pas mal de conflits, notamment sur l'état des lieux, en sortie de locataires ou dans le cadre des ventes de fonds de commerce. Et dorénavant, à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur le droit au bail, pour simplifier, il faut faire un état des lieux. Donc si le propriétaire donne par exemple son bien à ses enfants, il faut refaire un état des lieux. S'il vend son bien, il faut refaire un état des lieux. S'il y a une cession de fonds de commerce, il est préconisé de faire un état des lieux également. Voilà. À chaque événement majeur sur le bail, il faut faire l'état des lieux. Et puis juste un dernier mot aussi, au moment où on parle de plus en plus d'obligations environnementales, il y en a aussi de plus en plus aussi
pour les surfaces les plus importantes, cette fois. Tout à fait, effectivement. C'est très encadré là aussi. Tout ce qui concerne les déchets, la consommation d'eau, les équipements, etc. Bon, voilà, évidemment, on pourra en parler beaucoup plus. Bon, évidemment, il y a j'imagine, des guides, des recueils entiers consacrés au bail commercial, justement. On a essayé un petit peu de survoler. Merci, c'était très clair. Mathieu Fontaine, avec la Drôme à l'honneur. Saint-Paul-Trois-Châteaux, Mathieu Fontaine, qui est notaire. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Ici à Paris. Bon retour. Passez-moi le notaire, un autre notaire. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire. Passez-moi le notaire, je vous rappelle l'adresse mail leclubdudroit@bfmbusiness.fr. Alors on était dans la Drôme avec Maître Fontaine et voici donc Maître de Joie que vous connaissez, que vous adorez, qui est notaire en Loire-Atlantique. Bonjour Maître. Bonjour Fabrice. Antoine Dejoie qui est notaire à Vertou, juste à côté de Nantes. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Beaucoup de questions comme chaque semaine. On va prendre la question de Thomas à Angoulême, bien sûr, voilà, en Charente. Est-ce qu'on peut emprunter pendant un divorce? Bah oui, c'est vrai. Les époux, est-ce qu'ils ne sont pas obligés solidairement? Est-ce que toute dette contractée par l'un oblige l'autre? Quid d'un emprunt, justement, qui va peut-être bien impacter l'autre, alors qu'on a envie de préparer quelque part l'après. Alors comment on fait? Alors c'est possible, tout d'abord. C'est possible, mais il faut y faire attention. En effet, vous l'avez laissé entendre dans votre question, il faut bien se poser quelques questions particulières car la situation n'est pas forcément simple. Je dirais on est en transition. Bah oui. On est un peu entre une vie d'après et puis une vie d'avant qui n'est pas encore tout à fait commencée. Bah oui, bien sûr. Puis c'est pas forcément la même chose pour les deux époux, les deux membres du couple. Ça peut être différent. Il faut faire attention à la nature de l'emprunt. Est-ce que c'est un emprunt qui est lié à la vie quotidienne, je dirais, aux objets courants et qui va entraîner automatiquement une solidarité ou pas? Bon, c'est pas le plus fréquent puisque la première question, c'est est-ce que je peux me reloger? Voilà. Donc ça, c'est l'achat pour le nouveau logement. Et là, on va emprunter seul, parfois avec un nouveau conjoint. Pas forcément simple non plus. Mais il faut bien se poser la question. On peut dire quand même que ce n'est pas forcément le meilleur conseil à donner, forcément emprunter pendant que vous êtes en instance de divorce. Peut-être faut-il d'abord terminer, si vous me permettez l'expression, le premier dossier avant de passer un deuxième. Mais ce n'est pas toujours possible. Les gens sont partis, ils ont un projet, et il faut bien aller au bout. Il faut se projeter, bien sûr. Et puis si on tombe sur une belle maison, on ne va pas laisser passer justement le train qui passe. Alors que, voilà, très bien. Est-ce que ça dépend aussi du régime matrimonial dans lequel on est engagé? Bien sûr. Si on est en séparation de biens, ce n'est pas le plus fréquent. Il y a peut-être un couple sur 10 environ en séparation de biens, ou tout le monde qui a fait un contrat de mariage, souvent une séparation. Eh bien, on va être plus à l'aise, puisque les patrimoines sont séparés, ce sera plus commode de s'engager seul. Mais quand on est en régime de communauté, pour beaucoup de couples en France, eh bien, la difficulté va être plus grande. Comment est-ce qu'on fait pour emprunter seul? Sachant que dans les situations de divorce par consentement mutuel, les époux choisissent la date à laquelle les effets du divorce vont se mettre en route. Bien sûr. Mais faut-il encore que cette date d'effet soit respectée. Puisqu'il n'y a que quand le divorce est prononcé, ça a déjà été évoqué dans d'autres émissions, c'est que quand le divorce est prononcé, que vraiment les effets sont partis depuis le 1er janvier. Voilà. Donc ça dépend aussi, quelque part aussi, des causes du divorce, entre le divorce, j'allais dire, contentieux, entre guillemets, et puis le divorce par consentement mutuel. Le banquier, il a son mot à dire ou pas? Alors oui, le banquier a son mot à dire. Il peut d'abord être réticent, ne pas apprécier la situation, se trouver en terrain mouvant. Ça pourra dépendre de son souhait, de sa propre compétence juridique, parce que à ce moment-là, ça prend un tour vraiment, c'est plus financier. C'est vraiment un sujet technique, juridique. Enfin, l'aspect financier aussi peut intervenir avec la notion de pension, de prestations compensatoires, bien entendu. Voilà, qui est peut-être encore en train de se discuter. Bon, allez, Maître Dejoie, on va continuer. Donc, on est toujours vaguement dans le Grand Ouest, on est en Charente, la Seine-Maritime, Nordine, à Grand-Quevilly. Comment anticiper sa dépendance? Bon, on parle de quoi exactement, là, cette question, comment anticiper sa dépendance? C'est quoi, financièrement déjà, peut-être? L'épargne, l'assurance dépendance? Financièrement, juridiquement. Oui, aussi, bien. Il faut penser, si on pense au moment où on n'aura plus la capacité d'agir seul, on devra être entouré, peut-être même carrément quelqu'un devra se substituer à nous dans les actions quotidiennes. On a le souhait d'être préparé sur le plan juridique et aussi d'avoir une réserve financière, une capacité à agir, à assurer une longue vie, malheureusement peut-être avec des soins médicaux, en tout cas une dépendance, comme on l'a dit, qui peut coûter cher. C'est ce dont on parlait, je crois, la semaine dernière avec Maître Clément, le mandat de protection future. Voilà, alors, bien sûr. C'est ça, on est en bonne santé, et puis un jour,
peut arriver une tuile, voilà un Et problème, un accident, un problème de santé. Mieux vaut anticiper donc. Mieux vaut anticiper, c'est tout l'intérêt du mandat de protection future, ça a déjà été évoqué. On peut aussi tout simplement, on peut donner un premier conseil pratique, c'est déjà avoir ses affaires à peu près à jour. Ouais. Et peut-être avoir quelqu'un dans l'entourage, le conjoint ou les enfants, mais pour ceux qui vivent seuls, la question est plus délicate. À qui peuvent-ils faire confiance? Alors à qui? La personne qu'on aura désignée dans son mandat de protection future, il n'est pas inutile à cette personne ou à ces personnes de confiance de les avoir aussi informés. Mes affaires sont là, je suis à telle banque. Voilà, des conseils pratiques. Tenir ces dossiers à jour, peut-être des consignes écrites. Donc d'où l'importance de ce mandat de protection future avec la désignation d'un mandataire. Tout le monde peut devenir mandataire quelque part? À peu près tout le monde. La difficulté pour la personne qui fait le mandat, c'est de se projeter. C'est de se dire, je prépare aujourd'hui. C'est pas très rigolo de se dire, demain, je n'ai plus ma tête. Il faut que j'ai préparé. N'empêche que oui, il faut y penser, voilà, comme pour tout. Bon, allez, on a encore le temps de prendre une question. C'est Karine, Paris 16e, on est revenu à Paris, qui nous dit « J'entends parler du budget 2018 et de l'ISF. » Ah bah tiens, on en parlait tout à l'heure avec Erwan Maurice, ça tombe bien. Dois-je précipiter ma vente de biens immobiliers? Oui, parce que là, on est début décembre, il reste quelques jours. Le 31 décembre va intervenir le fameux IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui va remplacer l'ISF, justement, où tout est recentré sur l'immobilier. C'est une vraie préoccupation. On vous en parle, vous, dans votre étude, justement? Est-ce qu'il faut se positionner avant ou après le 31? Alors, c'est possible de vendre avant, pour les quelques jours, semaines qui restent d'ici la fin du mois. Techniquement, on peut le faire. Oui, bien sûr. Mais ça veut dire qu'on doit se précipiter à mettre en vente, qu'on doit trouver un acquéreur qui on dit c'est maintenant ou après ça ne marche pas. Il faut qu'il soit prêt, qu'il ait les fonds, qu'il n'emprunte pas, parce qu'avec l'emprunt, on pense que ça ne passera pas. Et puis, d'une manière générale, vous voulez éviter quoi? Un impôt qui va représenter sur la valeur du bien peut-être 0,55, 1%, etc. Et vous allez sacrifier combien? Quel pourcentage sur le prix de vente parce que vous êtes précipité. Non, c'est sans doute un mauvais conseil. D'une manière générale, en matière juridique, il faut d'abord bien réfléchir et pas se précipiter. Voilà. Et puis, peut-être que les prix sont encore en train d'augmenter. Peut-être que l'année prochaine, votre bien, même à toute chose égale par ailleurs, peut-être qu'il vaudra 3% de plus. C'est ce que nous disait Erwan tout à l'heure. Voilà, selon cette note d'Edmond Rothschild, les prix de l'immobilier qui continuent de grimper. 3% en 2017, 3% en 2018. On va le rappeler, le barème de l'IFI va être calqué sur celui de l'ISF. Ça ne bouge pas. Le seuil, il est fixé à 1 300 000 €. Par contre, est-ce que le périmètre il est suffisamment clair, justement, de cet IFI, les organismes de placement collectif? Il est plus clair qu'il ne l'a été au début. La question des SCPI, tout ça a été éclairci. Mais bon, il y a encore des petites questions qui peuvent se poser. On aura les réponses, on y arrivera. Je cite Laurent Demeur, qui était venu dans une émission des Décodeurs de l'Écho, c'est le patron de Coldwell Banker, qui nous dit « L'IFI, c'est une vision de l'immobilier digne du 19e siècle ». Bon, voilà. Pensez que l'immobilier est stigmatisé? Vous avez l'impression ou pas? On vous le dit dans les études. Je ne parle pas de vous, mais vos clients? On le ressent un petit peu. On le ressent un petit peu. Bon, certains disent qu'il serait préférable d'acheter des œuvres d'art plutôt qu'un appartement, là aussi. Non, l'immobilier, ça reste une base importante. Je pense que l'esprit des Français attaché à la pierre, il ne va pas changer d'un seul coup. Bon, très bien. Maître Antoine Dejoie, donc, qui est notaire à Vertou, en Loire-Atlantique, qui se prête facilement, de façon très aisée, comme à chaque fois, avec son sourire, donc, à ce jeu des questions-réponses. On rappelle l'adresse mail, leclubdudroit@bfmbusiness.fr. Vous reviendrez vite, j'espère, dans ce Club du Droit. Avec l'invité permanent. Je crois qu'il a sa carte de membre à vie, Antoine Dejoie. Le saviez-vous? BFM Business, le Club du Droit. Le saviez-vous? Oui, vous le savez, chaque semaine, on part à la rencontre des notaires dans leurs études, mais pas que. Ils étaient nombreux à s'être déplacés au grand salon des maires à Paris. C'était la semaine dernière. Reportage commenté par Erwan Maurice. C'était l'événement de la semaine dernière, porte de Versailles à Paris, le 100e congrès des maires, avec cette problématique face à laquelle s'est retrouvé le président de la République, la baisse des dotations, qui conduit donc les collectivités à avoir une gestion encore plus fine de leurs deniers et notamment de leur patrimoine. L'occasion, il y a à peine un mois, pour le président de l'Association des maires de France, François Barouin, de signer une convention avec le Conseil supérieur du notariat, Olivier Pavy, maire de Salbris, dans le Loir-et-Cher. Il porte sur diverses actions. La première, c'est comment le notariat peut aider les collectivités à réaliser l'inventaire de leur patrimoine. Ensuite, il faut évaluer ce patrimoine, il faut également le réévaluer. Et puis au final,
Tout cela a pour but de faire ce qu'on appelle de réaliser un schéma directeur immobilier de la collectivité. Les notaires avaient d'ailleurs élu domicile au Congrès des maires pour présenter toute leur panoplie à destination des collectivités territoriales. Inventaire du patrimoine, on l'a entendu, valorisation du foncier, mise en vente de biens. Maître Jean-Pierre Gilles, notaire à Arles. Le notariat a quand même des compétences sur tout ce qui effectivement touche notamment au droit de l'urbanisme, au droit de l'environnement, au droit rural, au droit de l'aménagement du territoire. Et à travers ce savoir-faire et ces connaissances que nous avons, notamment beaucoup de petites communes qui n'ont pas forcément les structures adaptées à l'évolution aujourd'hui, eh bien écoutez, on peut leur apporter effectivement une aide importante. Une aide qui est la bienvenue à destination de dizaines de milliers d'élus parfois démunis et qui ne savent pas, la plupart du temps, sauf dans les grandes villes, vers quel spécialiste du droit se tourner. Voilà, reportage au Congrès des maires commenté par Erwan Maurice. Rendez-vous très vite dans ce Club du droit sur BFM Business. L'acte de la semaine, le dossier de la semaine, eh bien le prochain rendez-vous, l'inventaire après décès. Et puis évidemment, nos amis notaires vous répondront directement comme l'a fait Maître de Joie. Le Club du droit @bfmbusiness.fr. Très très bonne semaine à tous.